Le rencontre au Stade de France. À notre droite, nous avons la zone mixte. D'accord, qu'est-ce que c'est? Alors la zone mixte, comme son nom l'indique, c'est le seul endroit du stade où vont se croiser deux populations dont tout est fait pour qu'elles s'évitent. D'accord. Les journalistes d'un côté et les acteurs, les joueurs de l'autre. D'accord. Voilà. Donc là, ça ne ressemble pas vraiment à ce que c'est. Donc c'est une obligation de toutes les grandes compétitions et même dans la poule de qualification dans laquelle on est engagé aujourd'hui. Ce qu'on appelle les obligations médias, le joueur doit venir en zone mixte après le match. Philippe Tournon a commencé à gérer les relations presse de l'équipe de France en 1983. Depuis, il a tout connu. Les victoires, les défaites, les affaires. Et c'est l'entrée dans l'arène. C'est impressionnant, hein? Quand on le voit la première fois, c'est toujours impressionnant. C'est assez rare, effectivement. Qu'est-ce qui a donc pu changer en quelques décennies? Oh là, c'est une longue histoire. En fait, j'ai eu deux vies. Quand j'étais jeune journaliste au début des années 70 et que je suivais les stages de l'équipe de France à Saint-Malo, on était 6 journalistes, 6. 3 de l'équipe, 1 du Parisien et 1 de l'AFP à peu près. Voilà. 6 qui suivaient l'équipe. Qui suivaient l'équipe de France. Et après 98, ça s'est emballé. Champion du monde 98, champion d'Europe en 2000. La moindre conférence de presse à Clairefontaine, je ne parle pas de la veille de match, hein, un stage normal, c'est au minimum 17 ou 18 caméras, une dizaine de micro-radios et 60 journalistes de presse écrite. Donc c'est vrai qu'une distance s'est créée, c'est beaucoup plus cadré, on est à une tribune, on donne la parole à un tel, au bout de 20 minutes c'est terminé, messieurs merci. Un peu sollicité, c'est vous qui le dites, hein. Le match n'a pas encore débuté, donc... Le joueur a le sentiment d'être toujours sous pression, d'être toujours sur le regard des médias. Il est toujours jugé. On parle de sa vie privée alors qu'on ne devrait pas en parler, que ça n'a rien à voir dans le débat. Donc le joueur est réticent. Les médias ont fait leur chou gras récemment. Karim Benzema, flashé à 210 km/h sur une route près de Madrid. Patrice Evra qui serait sorti en boîte de nuit, etc., etc. À toutes les époques, il y a eu des joueurs qui ont fait des bêtises. À toutes les époques, il y a des joueurs qui ont eu des soirées de détente avant un rassemblement ou après un match. Ils sont sortis en boîte. Mais ça ne se savait pas. C'était pas dans les journaux. Le footballeur voudrait qu'il soit le dernier dépositaire de toutes les vertus d'une société qui a largué au fil des décennies beaucoup de repères. Il me semble important d'explorer les lieux où se fabriquent les champions de demain et de comprendre à quoi ressemble le parcours qui les mènera peut-être jusqu'aux pelouses des grands stades d'Europe. Ces jeunes footballeurs, les futurs internationaux et les autres, qui sont-ils? Bonjour. Bonjour. Rokhaya. Enchanté. On va aller sur le terrain là-bas synthétique. D'accord. On s'entraîne nos 15 ans. Ok. Le CS Bretigny, club prestigieux du sud de la capitale, est une de ces nombreuses pépinières de talents que l'on trouve en Île-de-France. Voilà, on repart sur du simple. On fait du jeu à 3. Les jeunes footballeurs qui s'y entraînent suivent un programme de foot-études en partenariat avec le collège de la ville. Le pied gauche, le pied droit. Le rythme et les exigences y sont soutenus. Allez, stop. Ramassez la coupelle où vous êtes, le carreau où vous êtes, et rapprochez-les par ici. Johan! Johan! Viens voir! Tu vas voir là-bas. Bonjour Johan, je suis Rokhaya. Enchanté. Tu es en train de t'entraîner, t'as terminé bientôt? Là, on arrive en général, on finit les cours à moins le quart, 4h moins le quart. D'accord. On va dans les vestiaires, on se change rapidement et puis on s'entraîne, on s'échauffe déjà un quart d'heure, donc intensivement quand même. Ouais. Et puis après, on fait la séance et ensuite à 20h, on a une heure d'études où c'est obligatoire de 20h à 21h, ce qui nous permet quand même de faire le devoir, contrairement par rapport quand on est chez nous, des fois on se dit ouais, on va faire un quart d'heure de devoir et ensuite après on va aller devant la télé. Donc là c'est une heure obligatoire où on travaille, on n'a pas le droit de portable et tout ça. De quoi tu rêves en fait? Tu rêves de faire une carrière dans le foot? Bah oui, cette année j'espère signer dans un club pro. D'accord. Là j'ai été sélectionné en équipe d'Île-de-France, donc ce qui est une bonne chose. J'ai disputé la Coupe nationale il n'y a pas longtemps. Et donc là cette année j'espère accrocher un club pro pour pouvoir ensuite intégrer un centre de formation. Sinon je continuerai à essayer de progresser à Bretigny, quoi.
Et t'as quel âge, toi 14 ans, presque 15 au mois de mai. Et t'es en quelle classe 3e. Donc tu passes le brevet à la fin de l'année? À la fin de l'année, oui. Et t'arrives à préparer le brevet? Oui, et là, c'est vrai que je suis plutôt un bon élève, mais bon, il le faut parce que dans une structure pareille, il faut travailler et à l'école et au foot. Parce que là, par exemple, l'année dernière, il y a une personne qui n'a pas été reprise à cause de son comportement en cours où il faut être irréprochable, quoi. D'accord, on te laisse te retourner à l'entraînement? Ouais. À bientôt, Joël. Merci. Au revoir. Même s'ils restent prudents dans leurs déclarations, il est facile de comprendre ce qu'espèrent tous ces jeunes. Devenir eux aussi footballeurs. Accélère! Ces dernières années, les responsables des sections foot-études font en sorte qu'ils ne sacrifient pas tout à la poursuite de leurs rêves et mettent un point d'honneur à ce qu'ils maintiennent leurs ambitions scolaires au plus haut. Jason! Regardez l'espace derrière Willem! Vous n'avez pas la crainte que les jeunes qui sont avec vous se désintéressent de leur scolarité? Ah ben ils n'ont pas le choix, s'ils se désintéressent, ils restent pas dans la structure. D'accord. Donc nous... Moi, c'est clair. Bah oui, c'est clair. Nous, notre priorité, c'est simple, c'est les bulletins, c'est la réussite scolaire. On ne fait que ça. Ils ont entre 11 et 14, 15 ans ici. Jamais je me suis permis de dire, toi tu seras pro, c'est sûr, ou toi tu ne le seras pas. Par contre, sans les dissuader, c'est essayer. Et là, on a besoin de l'aide des familles pour nous aider à leur faire comprendre que c'est loin d'être gagné. Sur les milliers de jeunes qui espèrent un jour devenir joueurs professionnels en s'engageant dès 11 ans dans les nombreuses filières foot-études, seuls 1800 sont recrutés pour entrer à 15 ans dans les centres de formation. À la suite de cette première sélection intervient une seconde 3 ans plus tard. Après la formation par les clubs, ils seront seulement 80 à signer pro. Le salaire moyen d'un joueur de Ligue 1 est passé de 15 000 € avant 98 à 45 000 aujourd'hui. Comment ça s'organise? Puisque c'est vrai qu'ils ont une grosse, enfin pas une pression, mais en tout cas, c'est le moment où ils peuvent rêver d'une carrière importante et en même temps, il y a des enjeux scolaires forts. Dès 11 ans, les joueurs, si vous leur demandez, les élèves n'ont qu'une envie, c'est d'être pro. Ils n'ont que ça. Donc c'est à nous de les recadrer et leur montrer par des statistiques que c'est pratiquement impossible qu'ils soient pros. C'est malheureux à dire, donc il faut qu'on les prépare à ça, à cet échec-là. Rentrer dans un club pro, c'est pas difficile. Ici, il y en a beaucoup qui vont le faire. Mais signer réellement un contrat professionnel, très peu d'élus. Déjà, s'ils font 6e de la 3e, c'est magnifique. Ensuite, il y a la barrière du passage en seconde, qui est quand même présente sur le plan scolaire. Et puis, on a certains, puisque les recruteurs maintenant viennent les chercher de plus en plus tôt, ils n'ont même pas le temps de finir leur collège, ils partent en club. La Fédération française de football, située dans le 15e arrondissement de Paris. C'est ici que sont prises les décisions, que les grandes lignes de la politique de formation se dessinent. À la tête de ces choix, le directeur technique national, François Blacquart. Il est le mieux placé pour aborder la question de l'éducation des apprentis footballeurs. Le défaut du système sportif français, c'est que si vous voulez vous engager sur le sport, vous êtes quasiment obligé de ralentir votre scolarité. Si vous voulez, on s'est toujours battu pour permettre aux jeunes dans les structures de formation de poursuivre le double projet le plus longtemps possible. Est-ce que vous pensez justement que ces formations, ces clubs, ces centres de formation laissent de la place à l'éducation scolaire? Laissent suffisamment de place en tout cas? Aujourd'hui, le système sportif français est victime aussi de l'inadaptation du système scolaire à des carrières de haut niveau. Alors, je vous prends un exemple très simple. Aujourd'hui, les petits rats de l'opéra, on ne sait pas pourquoi, eux, bénéficient d'aménagements de scolarité fantastiques. Et pourquoi le sportif de haut niveau, il n'y aurait pas le droit? Aujourd'hui, le sportif de haut niveau en scolarité ne bénéficie pas d'aménagement et de reconnaissance, si vous voulez, pour avoir un cursus scolaire adapté. Les jeunes, à un moment donné, pour peu qu'ils soient très sollicités sportivement, ça veut dire qu'ils aillent très vite vers les pros, qu'ils aillent en plus vers les sélections nationales, c'est-à-dire les meilleurs. Donc les meilleurs, à un moment donné, ils ont du mal à assumer un cursus scolaire qui est trop chargé. Donc nous, on y travaille, on travaille notamment sur l'idée d'un bac aménagé pour les sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc on a aussi des lacunes qui sont des lacunes institutionnelles, qui ne sont pas les lacunes du football. Le rugby vit la même chose que nous. Tous les sports professionnels vivent la même chose que nous, en fait. On peut parler la même chose au tennis, on peut parler la même chose dans tous les sports pro. Ouais, c'est tout.
Entre leurs débordements réels et les jugements sévères dont les nombreux observateurs les accablent, les joueurs de foot occupent une position paradoxale. Ils ont tout, mais on ne leur passe rien, jusqu'à voir dans leur comportement l'expression pathologique de tous les maux de la société. Malgré cela, ils sont toujours nombreux à espérer un jour briller en équipe de France. Pour y parvenir, ils doivent sacrifier beaucoup, mais ont bien plus de chances de rester sur le carreau que de devenir millionnaires. Le foot professionnel est un objet de désir, mais c'est aussi un récif sur lequel beaucoup échouent, souvent dépourvus de toute alternative. Au stade Salif Keita de Cergy-Pontoise, je rencontre Bernard Lama, le mythique gardien de but de l'équipe de France des années 90. Bienvenue. Si j'avais eu des terrains comme ça à l'époque, ça aurait été encore meilleur. Avant d'arriver à tout ça, tu as eu la carrière qu'on connaît. Est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours ? Si personnellement j'ai réussi une telle carrière, c'est parce que j'avais reçu une bonne éducation. On m'avait donné les éléments qu'il fallait pour, premièrement, réussir sportivement, mais réussir autour aussi, quoi. Et je pense que le gros problème de nos internationaux actuels, c'est leur éducation, qu'ils n'ont pas eu. Ils ont reçu jusqu'à l'âge de 13 ans une certaine éducation dans leur contexte familial. Et puis à l'âge de 13 ans, ils sont partis en centre de préformation, puis en centre de formation. Et dans un centre de formation, ce qu'on apprend, c'est le football, point barre. Et c'est un peu le reproche que moi je fais à la formation ici en France, c'est qu'on pense beaucoup aux pieds, aux jambes, mais on ne pense pas à la tête. Et aller à l'école n'est pas forcément c'est pas l'objectif d'un club professionnel, c'est de former un footballeur. Et je crois qu'on peut pas former un footballeur si on forme pas un homme, quoi. Et dans le football, on ne met pas forcément l'homme en avant, on va mettre le joueur en avant, quoi. Et donc, faut pas s'étonner après derrière des comportements et de ce qui se passe. Sans rien attendre, ni de la fédération ni des clubs, Bernard Lama a choisi de prendre les choses en main. Sa carrière terminée, il fonde l'association Diambars au Sénégal. Diambars ouvre des centres dans plusieurs pays d'Afrique en utilisant la force d'attraction du foot pour faire venir des jeunes et leur donner des armes pour réussir. Fort de cette expérience en Afrique, Diambars développe en ce moment des projets en France. Tout début des années 2000, on a commencé à travailler sur cette idée-là, de créer une structure qui serait une structure de haut niveau, qui permettrait aux jeunes de se former, mais qui permettrait surtout aux jeunes d'avoir une deuxième chance. Autrement dit... En cas d'échec voilà, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de devenir des sportifs, des footballeurs de haut niveau, mais il y a très peu d'élus. Oui. Et, notre objectif premier, c'est de se servir du football pour éduquer les garçons, de pouvoir intégrer dans leurs rêves la réalité. Et ça, ils l'acceptent, cette réalité ? Qu'ils se rendent compte qu'ils ont vraiment besoin de ça, parce que ces jeunes-là ont énormément d'idées, énormément de potentiel, mais qui ne savent pas exploiter, qui ne savent pas exprimer. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de leur permettre, de leur donner des outils pour s'exprimer et trouver leur chemin, trouver leur voie, quoi. Donc ça vient directement de ce que l'on a fait, notamment au Sénégal, avec nos jeunes qui étaient en grosse difficulté scolaire, voire déscolarisés. Et on a commencé comme ça à travailler ici en France. Ceux qui sont dans les centres de formation, ils sont suivis pendant 5 ans. C'est comme ça qu'on a rencontré Aristote, qui a participé au projet Stade Sup, qui a eu lieu au Stade de France et qui est le mieux à même de pouvoir en parler, quoi. Alors Aristote, vous aviez des intentions de carrière dans le football comme tous les jeunes, je voulais terminer professionnel. Après, bon voilà, c'est difficile, il y a peu d'élus, comme il a dit. Ouais. Vous en aviez conscience de ça, du fait qu'il y avait peu d'élus, ou vous pensiez que vraiment vous alliez pouvoir passer professionnel? Quand tu as 12-13 ans, pour toi, tu es obligé de passer professionnel. On va dire... ouais, je joue au foot pour être professionnel, donc c'est sûr. Et plus là j'avance, plus tu vois qu'il n'y a pas de centre de formation qui viennent vers toi. Donc ça devient plus compliqué. Mais après, moi j'étais quelqu'un qui voulait rester dans le monde du foot à tout prix, peu importe le moyen. Donc je passais arbitre pour pouvoir... je me suis dit, c'est par là que j'ai terminé pro. Après, ça a été compliqué, donc j'ai commencé à entraîner les petits. Mais coûte que coûte, je vais rester dans le monde du foot. D'accord. Et donc là, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je reprends l'année prochaine l'école en commerce. D'accord, vous avez passé votre bac Ouais, j'ai eu mon bac l'année dernière et donc je reprends l'année prochaine à l'école. Est-ce que vous avez connu des personnes qui sont passées par les centres de formation et qui aujourd'hui, faute d'instruction, n'ont pas vraiment de plan B par rapport à ce qu'elles avaient prévu? Plein. Les camarades à moi, ils sont partis à l'âge de 14 ans dans des centres de formation et puis c'était foot quoi. Dans leur tête,
Et puis nous aussi, quand on était jeunes, on se disait, ouais, non, tu vas terminer pro avec le niveau que tu as, tu vas jouer avec les plus grands. Et donc, ils y arrivent aussi, ils y croient, ils ne consacrent qu'au foot parce qu'ils disent que l'école, au final, ça va leur servir à rien. Et puis au final, ça peut être une blessure ou ça peut être, tu avais un talent et finalement, il est parti, l'étoile que tu avais sur toi, elle est partie. Et ils se retrouvent avec rien, ils se retrouvent à la porte du jour au lendemain et ils ne savent plus quoi faire. Et là, c'est là qu'on se dit qu'on a quand même la chance d'avoir continué l'école parce qu'on se disait que lui va toucher des 50 000 euros par mois et au final, là, il ne sait rien du tout, il ne sait rien faire. Et c'est malheureux quand même, je trouve ça malheureux, c'est très triste. C'est pour ça que faut vraiment se consacrer sur les deux plans, quoi. Certes, faut pas, c'est l'auto-objectif, il faut quand même s'y donner à fond, s'entraîner, mais l'école, ça reste vraiment primordial dans cette société, quoi.